C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, les quotidiens israéliens se penchent encore sur la crise politique israélienne. À quelques heures de la rencontre qui doit se tenir ce soir entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Une rencontre qui se déroulera dans un site que les deux leaders connaissent parfaitement puisqu'il s'agit de la Kiria, de l'état-major de Tsahal et du siège du ministère de la Défense au cœur de Tel Aviv. Gantz et Netanyahou sont à la recherche des moyens de parvenir à un gouvernement d'union nationale, explique en titre le Israël Hayom, qui indique que M. Netanyahou a l'intention de demander à Benny Gantz de cesser, de boycotter le bloc de la droite et d'accepter le plan proposé par le président Rivlin. Le Yediot Aharonot, qui mentionne également ce matin en une cette rencontre, affirme que le site choisi pour ce rendez-vous n'est pas anodin, puisqu'il sera également question durant cet entretien de la situation sécuritaire, en particulier avec les menaces que l'Iran fait peser sur Israël dans le nord, des menaces de plus en plus préoccupantes et qui inquiètent, nous l'avons dit vendredi, en particulier le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Mais la manchette du Yediot Aharonot de ce matin se rapporte aux enregistrements diffusés par la chaîne 13, des enregistrements d'une partie des conversations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses, qui sont d'ailleurs à la base du dossier 2000, dans lequel Binyamin Netanyahou est directement impliqué. Dans l'extrait le plus tranchant de cette conversation, qui est mise en exergue en première page du Yediot Aharonot, Netanyahou se montre menaçant envers Moses. « Si tu essayes de me faire chuter, je lancerai une offensive contre toi et ce sera la mission de ma vie, dit le Premier ministre. Quant à Moses, il affirme « Bibi, tu es en train de mettre en péril une œuvre de 3 générations, sous-entendu le Yediot Aharonot, et tu crois que je resterai comme cela les bras croisés ?» Et en pages 4 et 5, le Yediot Aharonot publie alors l'intégralité ou la quasi-totalité de la conversation entre les deux hommes. Et celui qui lit le contenu de cette conversation comprend qu'il y a une relation de force entre un Premier ministre qui se sent persécuté par ce qui est considéré comme le premier journal d'Israël et le patron de ce journal qui, lui, a peur de perdre de l'argent avec l'arrivée d'un concurrent de plus en plus puissant, le Israël Hayom. Une conversation qui se déroule, il faut le rappeler, en décembre 2014, 3 mois avant les élections de 2015. Et ce matin, Nahum Barnea tente de marcher entre les gouttes ce matin dans son éditorial en page 2 du Yediot Aharonot, dans le seul et unique objectif d'affirmer qu'il n'est pas du tout certain qu'il y ait un caractère corruptif à ce type de rencontres qui ont existé durant toute l'histoire de l'État d'Israël. Le Haaretz, lui, se penche ce matin plutôt sur le dossier 4000 et il cite des extraits de l'audition des avocats de Binyamin Netanyahou au cours de laquelle ceux-ci auraient affirmé que Nir Refetz, l'ancien journaliste et conseiller privé de la famille du Premier ministre, a tenté de promouvoir auprès de Shaul Alovitz, le fameux patron de Bezek et de Voilà, ses propres intérêts et non pas ceux de Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom mentionne également ce matin ces révélations de la 13, mais il insiste sur d'autres extraits que ceux mis en avant par le Yediot Aharonot, comme par exemple cet extrait dans lequel Aaron Moses tente de séduire Binyamin Netanyahou en lui disant qu'il peut en quelques secondes faire le lien entre le Yediot Aharonot et Bibi Netanyahou. Professeur Aviad Cohen, expert juridique du Israël Hayom, souligne qu'il y a dans ces révélations une violation flagrante des règles du subjudice. Les quotidiens israéliens affirment ce matin que le roi Abdallah de Jordanie a pris la décision de récupérer le 10 novembre prochain les terres de Tzofar et de Naharaïm, qui étaient restées en bail pendant 25 ans entre des mains israéliennes, conformément à l'accord de paix signé en octobre 1994. Il s'agit plus précisément d'une enclave agricole dans la Harava, Tzofar, et du fameux îlot de la paix de Naharaïm, qui avait été le théâtre d'un massacre de 7 jeunes filles israéliennes dans les années 90, tout de suite après l'accord de paix qui avait été signé entre Israël et la Jordanie. L'accord de paix donnait la possibilité au roi Abdallah de prolonger ce bail, mais celui-ci a donc préféré y mettre fin. Les quotidiens israéliens font remarquer ce matin que les États-Unis ont libéré durant le week-end une espionne russe, Maria Butina, qu'ils détenaient depuis longtemps. Et ce développement pourrait faire, selon le Israël Hayom, pourrait être bénéfique à Nahama Issachar, qui est toujours détenu, vous le savez, dans une prison moscovite. En effet, cette libération de l'espionne russe pourrait faire partie d'un marché triangulaire entre Washington, Moscou et Jérusalem, côté israélien.
on se montre très discret à propos de cette libération de l'espionne russe. Les journaux et les sites d'information se font toujours l'écho de la tension au Liban avec la poursuite des manifestations, mais les journaux insistent ce matin en particulier sur les mises en garde, les avertissements très sévères de Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui n'apprécie pas du tout la poursuite de cette protestation populaire et qui accuse des éléments étrangers de susciter des manifestations donc dans le pays du Cèdre au cours des derniers jours. Par ailleurs, l'armée libanaise, elle a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé qu'elle respectait le droit à la liberté d'expression, mais que les manifestants devaient, eux, respecter l'ordre public. Quant au professeur Eyal Zisser dans le Israël Hayom, il affirme dans son analyse ce matin que la poursuite de ces manifestations est un carton jaune pour le Hezbollah, mais aussi pour l'Iran. Le Israël Hayom annonce que l'Ukraine s'apprête à inaugurer à Jérusalem une représentation officielle qui sera chargée de l'entrepreneuriat et de la technologie dans les relations bilatérales entre les deux pays. Il s'agit là de la concrétisation d'une promesse faite il y a 2 mois par le président ukrainien Zelensky au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Cette décision, qui est une forme de reconnaissance partielle de la part de l'Ukraine de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, a été accueillie avec satisfaction en Israël. Elle est, dit-on, au ministère des Affaires étrangères, l'expression de la solidité des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Yediot Aharonot nous présente ce matin 2 jeunes femmes juives américaines qui ont été particulièrement marquées par l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh qui s'est produit, il faut le rappeler aujourd'hui, le 27 octobre, il y a 1 an, jour pour jour. Il s'agit de Rachel Adelschimer et de Pauli Menik. Ces 2 jeunes femmes appartiennent à la communauté juive de Pittsburgh de Etzraïm qui a perdu 11 membres durant cette attaque. À la suite de cet attentat, Pauli, qui a 25 ans, a décidé de faire son alia, tandis que Rachel, elle, est venue en Israël dans le cadre d'un programme Massa et elle enseigne l'anglais durant 1 an dans une école de Rishon LeZion. Ce qui nous conduit à évoquer la rentrée universitaire aujourd'hui en Israël pour plus de 313 000 étudiants israéliens qui prendront d'assaut à partir de ce matin les 61 universités et les collèges d'enseignement supérieur israéliens. Et puis le Maariv insiste ce matin sur la multiplication des accidents de la route en Israël. 9 personnes ont trouvé la mort durant ce week-end en 48 heures dans plusieurs accidents. Les 2 dernières personnes ont été tuées près de Saint-Jean-d'Acre la nuit dernière. Il est possible que cette multiplication des accidents soit due au mauvais temps qui s'est installé durant cette fin de semaine sur l'ensemble du territoire israélien. Mais les sites d'information indiquent que la tempête qui devait frapper les côtes israéliennes les a finalement épargnées. De facto, ce sont d'importantes précipitations, sans vent trop fort, qui se sont abattues sur le pays, en particulier hier durant le Shabbat. D'ailleurs, à propos de l'arrivée de l'hiver, les sites d'information et les quotidiens israéliens nous rappellent qu'il fallait passer la nuit dernière à l'heure d'hiver et retarder notre montre d'1 heure. Nous espérons que c'est ce que vous avez fait hier soir en vous couchant ou ce matin en vous levant. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.